Bienvenue dans cette deuxième partie de Demain à la Une. Au sommaire, en France, après la primaire de droite, place à la primaire de gauche. Les candidatures sont ouvertes du 1er au 17 décembre. Ira, n'ira pas. François Hollande va-t-il être le premier président à se prêter à ce type de scrutin? Quels sont les autres candidats possibles? Et enfin, jeudi prochain, le musée d'Orsay souffle ses 30 bougies avec près de 3,5 millions de visiteurs par an. L'ancienne gare où sont exposées des œuvres du 19e siècle est l'un des musées les plus populaires de Paris. Nous nous pencherons sur les recettes de ce succès et les défis pour l'avenir. Et pour cette deuxième partie d'émission, je reçois Isabelle Chenu, chef du service culture à RFI. Merci d'être avec nous. Et Anissa El Jabri du service politique à RFI. Alors, on va commencer peut-être directement par la politique, la primaire de gauche, ou enfin primaire du PS, primaire de la belle alliance populaire. Vous allez peut-être nous dire de quoi il s'agit exactement, mais la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que François Hollande va se présenter, oui ou non, Anissa? Officiellement, le président n'a pas pris sa décision, mais en réalité, tout montre que cette décision est prise et qu'il sera bien candidat. Alors, ça se voit à son agenda, il y a de moins en moins de déplacements à l'international, de plus en plus de déplacements de terrain en France, parfois 2 à 3 par jour. C'est vrai que c'est là où François Hollande le sait, il doit renouer le contact avec les électeurs et d'abord les siens. Et souvent, ces déplacements sont centrés sur ce qu'il juge être les réussites de son quinquennat. Il y a beaucoup de déplacements économiques dans des entreprises où il parle de cette courbe du chômage qu'il estime être inversée, de la manière qu'il a eue de relancer l'investissement. Donc il y a ces éléments factuels. Il y a aussi, bien sûr, c'est un grand classique, les confidences que font ses amis. Et tous expliquent que, bien entendu, ils ne sont pas tout à fait dans le parfum du secret des dieux, mais que oui, François Hollande sera candidat. Et ses amis insistent, il sera candidat parce que, tout simplement, ça ne peut être que lui. Pour eux, c'est le meilleur. Et ça ne peut être que lui. Pourtant, il y a d'autres candidats. Alors, pas qu'au PS, mais au PS aussi. Il y en a combien? Il y en a déjà 6 qui se sont déclarés à peu près. Alors, au sein de la Belle Alliance populaire, plus exactement, la Belle Alliance populaire, c'est un petit peu cette confédération chapeau qu'a mis en place Jean-Christophe Cambadélis, qui est, vous le savez, le patron de la rue de Solferino. Il y a bien sûr le PS, il y a l'UDE, l'Union des écologistes. En fait, ce sont les écologistes qui ont accepté, durant ce quinquennat, après une scission avec d'autres écologistes, qui ont accepté de travailler avec le gouvernement. Il y a les radicaux de gauche, pour ne parler que des plus importants. C'est ce qui permet de donner le sentiment que la gauche, entre guillemets, progressiste, et elle, rassemblée pour présenter un candidat. Alors, il y a d'autres candidats, vous le disiez, ceux qui sont déjà déclarés. On connaît François de Rugy, qui est député à l'Assemblée nationale. Les radicaux de gauche hésitent encore à présenter un candidat. Il y a 2 anciens ministres de François Hollande, bien sûr, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. Ceux-là sont plus ou moins sur ce qu'on considère comme étant le même espace, c'est-à-dire celui de l'aile gauche du Parti socialiste, en tout cas qui représenterait plus ou moins les frondeurs, tous ceux qui, vous savez, tous quinquennat ont contesté la politique de François Hollande. Et alors, dans cette primaire, évidemment, Macron n'y participe pas. Valls, il a des velléités ou pas du tout pour le... Alors, c'est un jeu qui est extrêmement compliqué. Institutionnellement, Manuel Valls dit... Je ne peux pas être candidat, je suis quelqu'un de loyal, ce n'est pas mon rôle. En réalité, il laisse ses amis dire qu'il peut être candidat, qu'il doit être candidat, et puis lui-même régulièrement joue, alors selon l'endroit où on se place, selon qu'on est pro-Valls ou pro-Hollande, pour dire les choses de manière très très rapide, avec la ligne jaune ou la ligne rouge. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques jours, un journaliste en marge d'un déplacement lui demandait quelles étaient, à son avis, les qualités essentiel pour être le meilleur candidat pour la gauche. Il a par exemple parlé des traits d'autorité, de laïcité, de combat. Bref, il a fait son autoportrait. Il s'en est même amusé devant la presse en disant « je vais avoir des problèmes ». Bon, de toute façon, on aura la réponse le 17 décembre au plus tard, puisque les candidatures... Au plus tard, le 15. Ah, le 15 décembre. Le 15, c'est la date limite pour déposer ses candidatures. Je dois quand même ajouter que très certainement François Hollande le fera avant. Il faut quand même pouvoir installer une campagne. On approche des fêtes de Noël. Alors, le 15 décembre, réponse le 15 décembre au plus tard. Ensuite, la primaire en tant que telle, elle est organisée en janvier. Alors, ça va se dérouler comment? La primaire de droite a eu un succès populaire énorme. A priori, tout s'est bien déroulé. Ça leur a fait beaucoup de promotion. À gauche, ça va être comment? Eh bien, vous avez souligné le point sensible, celui de la participation. 4 millions au premier tour de la primaire de la droite, c'est déjà bien plus que ce qu'avait fait la gauche en 2011, alors qu'une alternance se profilait. On était à 2 600 000 votants. Aujourd'hui, on est dans une situation où, déjà tout simplement pour une question d'organisation, c'est compliqué pour le PS. Plus d'élus dans les régions Hauts-de-France, plus d'élus dans la région PACA. Toutes les élections intermédiaires ont été perdues. Donc,
Pour l'organisation, c'est très compliqué. Il y a par ailleurs beaucoup moins de militants. Il y a même une véritable hémorragie. On ajoute à ça des électeurs découragés. Qui pourra voter d'ailleurs? Est-ce que c'est ouvert aussi aux électeurs de droite? Alors, c'est la même chose que pour la primaire de droite. On va retrouver le principe d'une primaire d'électeurs qui adhèrent aux valeurs de la gauche. À partir de là, vous le savez, parfois certains électeurs peuvent avoir envie de perturber le jeu ou d'estimer que ça leur appartient également. Quand on est un parti qui n'a pas particulièrement le vent en poupe pour l'élection qui suit, la vraie difficulté sera surtout de mobiliser ses électeurs. Voilà, et ce sera le mot de la fin sur cet aspect-là. Merci beaucoup Anissa El Jabri. Et donc, réponse le 15 décembre. Au plus tard, la liste sera close à ce moment-là. On va parler à propos maintenant du musée d'Orsay qui fête donc ses 30 ans. Isabelle Chenu du service culture de RFI, vous êtes avec nous pour en parler. C'était à l'origine une gare qui était promise à la démolition et finalement, elle est devenue un grand musée. Comment ça s'est passé à l'époque? Qui a pris cette décision et pourquoi? En fait, c'est le gouvernement, dans les années 70. En fait, c'est une initiative qui vient de Valéry Giscard d'Estaing, qui a pris la décision en 77. Le gouvernement cherchait un lieu pour regrouper toutes les collections du 19e siècle, qui étaient disséminées dans différents musées de Paris. Et puis, il y avait ce magnifique bâtiment, cette gare désaffectée, en plein cœur de Paris, sur le front de Seine, en face au jardin des Tuileries. Et ils se sont dit, ben voilà, ça va être le lieu pour accueillir toutes les collections du 19e. Les travaux ont été lancés et c'est finalement François Mitterrand qui inaugurera le bâtiment en 86. Voilà, alors on parle du musée d'Orsay, il y a aussi l'Orangerie en face qui fait un peu la continuité. En 30 ans, qu'est-ce qui a changé? Je disais en introduction, 3,5 millions de visiteurs par an, c'est pas mal, c'est beaucoup, mais les pratiques ont changé. Aujourd'hui, c'est quoi? Alors j'ai envie de dire que en fait, rien n'a changé en apparence, c'est toujours ce beau bâtiment de la gare avec cette grande horloge et ces collections somptueuses en sculpture, en peinture, mais aussi en art décoratif et en photographie. Vous avez parlé du musée de l'Orangerie qui accueille beaucoup d'expositions photographiques du 19e siècle. Mais en même temps, tout a changé parce que le musée d'Orsay a connu une fréquentation exponentielle. Et puis surtout, il a su dépoussiérer complètement le 19e siècle. C'est plus seulement le musée des impressionnistes, c'est le lieu des grandes expositions polémiques. On se souvient de cette exposition masculin-masculin sur le nu masculin de 1800 à nos jours, avec cette affiche et ce beau fessier en affiche qui avait fait polémique dans tout Paris. Donc ce sont c'était très marketing pour le coup. Voilà, des expositions très populaires où vraiment les visiteurs se déplacent en masse. Quelle est la place du musée d'Orsay parmi les autres musées nationaux ou dans le monde en termes de fréquentation, en termes de visibilité? Alors il y a à peu près 90 millions de personnes qui ont franchi les portes du musée d'Orsay depuis son ouverture. En général, c'est 3,5 millions par an. Ça n'a fait que croître, mais tous les grands musées voient leur fréquentation augmenter. C'est un musée qui a su se moderniser. En 2011, il y a eu une politique de grands travaux. Il y a eu 400 mètres carrés supplémentaires, la refonte totale de la galerie des impressionnistes, justement pour accueillir cette fréquentation de plus en plus grande. Une adaptation au numérique également Une adaptation au numérique, oui, comme tous les grands musées. C'est-à-dire qu'on peut préparer sa visite, aller sur Internet, regarder des œuvres, regarder des vidéos. Voilà, on peut... voilà. Mais une fois qu'on est dans le musée, c'est relativement classique. Mais ce qui fait la force du musée d'Orsay, c'est surtout ses collections. Le musée possède la plus grande collection de peintures impressionnistes et post-impressionnistes au monde. Et on sait qu'aux États-Unis, au Japon, les impressionnistes, ça déplace vraiment les on voit ça à Giverny d'ailleurs aussi dans la maison de Monet. Et on voit aussi ça aux ventes historiques, enfin aux ventes des tableaux et aux records dans les enchères. Les 30 ans du musée d'Orsay, c'est un moment festif aussi. Il y aura pratiquement les portes ouvertes. Il va y avoir plein d'événements. Est-ce que vous pouvez un peu nous donner le programme en avant-première? Alors d'abord, pendant 3 jours, le musée est gratuit. Donc c'est l'occasion de s'y rendre. Il y a beaucoup de choses. Il y a des projections, il y a toute une thématique pour les enfants. Et on pourra danser aussi sous la Grande Nef, samedi et dimanche, découvrir des pas de danse du 19e, de la mazurka tchèque ou de la gigue américaine avec la complicité de danseurs professionnels. Et puis samedi, jusqu'à minuit, il y aura un grand bal Second Empire. On est prié de venir habillé
Et c'est pour les débutants et les amateurs éclairés de polka, de quadrille, avec 80 danseurs qui vont animer la soirée. Mais je crois que c'est déjà en grande partie complet. Oui, absolument, je me suis renseignée. C'est malheureusement complet. Merci beaucoup Isabelle Chenu. D'ailleurs, on va finir cette émission sur ces images de valse qui rappellent des films du Second Empire, ou enfin évoquant le Second Empire, ou Sissi, pour ceux qui ont cette référence cinématographique. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Et donc, on se quitte sur ces images de valse des danseurs du musée d'Orsay. À très bientôt.